Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience, c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les 8 épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie. En riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous avez un parcours, une carrière dans l'armée de plusieurs années. Vous avez commencé en 94, il me semble, à l'école de Saint-Cyr pour rentrer à la Légion étrangère en 98, pendant plus de 7 ans, après rejoindre l'armée de terre et revenir à la Légion étrangère. Et là, vous avez été très visible sur cette notion de résilience l'année dernière, parce que vous étiez chef de la cellule de crise de l'opération résilience. C'est ça qui nous a fait rentrer en contact avec vous. Et puis après, c'est vrai que dans l'armée, il y a une résilience, cette notion-là psychologique est très forte, et c'est ça qu'on aimerait échanger avec vous. Donc, si vous pouvez déjà commencer par vous présenter, mon colonel. Voilà, donc Christophe Bizien, colonel Bizien, comme vous l'avez justement dit, bientôt 27 ans de service, ce qui ne me rajeunit pas, mais c'est vite passé, ce qui montre que c'est une carrière qui était effectivement dans l'action, je dirais. Une carrière passionnante et qui n'est pas terminée. J'ai encore quelques années devant moi, heureusement. Je suis très heureux. Pourquoi l'avoir appelée cette opération résilience ? Alors, déjà, c'est une décision du cabinet de la ministre, je pense, ou du chef d'état-major des armées. Donc, la décision ne procède pas, on va dire, d'une réflexion au sein de la cellule de crise. Néanmoins, je pense qu'elle était très pertinente, parce que ça fait référence quand même à une notion clé et qui dépasse largement d'ailleurs les armées. Il s'agit bien de résilience, c'était la résilience conforter, la résilience du pays, participer à la résilience du pays. Moi, je pense que la notion de résilience, c'est vraiment une notion qu'il faudrait approfondir tous ensemble. Ça résonne avec l'endurance, avec la résistance aussi. Mais je pense que c'est plus profond que tout ça encore. Ça dépasse ces notions-là. Il y a vraiment une notion assez dynamique. Finalement, la résilience, c'est la capacité, de mon point de vue, c'est la capacité d'adaptation à un environnement dégradé, un environnement agressif. Voilà, mais avec une notion où il y a une opportunité pour rebondir et pour s'élever, si vous voulez, derrière. Alors, c'est pas passif, quoi. C'est pas subir. C'est pas je fais le dos rond pendant que la tempête passe. Mais finalement, puisque je ne peux pas changer l'environnement, je dois changer moi-même, ou je dois changer mon organisation, finalement. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Et c'est, je trouve que, j'ai un peu réfléchi au sujet, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ma carrière, elle est surtout dans l'action, donc elle est surtout pratique, et donc j'ai pas une vision, je pense, théorique de la résilience, mais je me suis quand même interrogé sur le concept. Voilà, c'est qu'on ne peut pas changer l'environnement, il faut changer soi-même. Et c'est assez darwinien, finalement, comme principe. C'est-à-dire que si je ne change pas, et si je veux forcer le destin, à terme, je peux disparaître. En tout cas, je vais me dégrader petit à petit. Donc, il faut changer soi-même, il faut s'interroger sur son fonctionnement ou sur soi pour justement évoluer. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il y a un lien avec la notion de crise. Parce que la crise, je m'étais interrogé aussi sur la crise. La crise, étymologiquement, c'est un moment où on doit faire des choix, en fait. On doit discerner pour changer. Parce qu'on traverse un moment, une société, une personne traverse un moment difficile. Et c'est un moment critique. Je pense d'ailleurs que c'est la même racine, où il doit s'interroger sur soi pour justement changer et surmonter ces difficultés si
si vous voulez, par le haut, en fait, en s'élevant, en fait. Moi, ça me fait penser à... J'aime beaucoup Saint-Exupéry. Et Saint-Ex, dans un de ses livres, il dit l'homme s'élève quand il se mesure avec l'obstacle. Et finalement, la crise, c'est une occasion, justement, par la résilience, de s'élever et de s'adapter et de sortir par le haut, finalement, et de continuer à vivre. Ouais, c'est de pas subir, mais au contraire comprendre un petit peu ce qui se passe, de comprendre ce contexte dégradé, comme vous le disiez, et de trouver des solutions, quoi. Ouais, je prends un exemple très basique, en fait. Vous êtes en montagne, le b.a.-ba de la résilience. Hein. Je parlais, la résilience, c'est s'adapter à l'environnement, qu'on ne peut pas changer l'environnement, s'adapter soi-même à l'environnement. Vous êtes en montagne, vous êtes conduisez votre voiture, et il commence à neiger, et vous avez des chaînes dans le coffre. Soit vous foncez tête baissée, vous dites bon, c'est pas grave, ça va passer, je change rien, faut que je tienne mes délais, et puis bon, la neige va s'accumuler, puis finalement on risque une sortie de route, on risque un accident. Soit eh bien on s'adapte en fait, on change son agenda, on consent à avoir du retard, on revoit son emploi du temps, on s'arrête, on met les chaînes. Et puis, même si ça prend un peu de temps parce qu'il faut se plonger dans la notice, etc., ça fait froid aux mains, tout ce qu'on veut. Bon, bref, on met les chaînes, on prend le temps qu'il faut. Et après, en attendant, on a l'assurance d'arriver à bon port, quoi. Donc ça, c'est un peu le b.a.-ba de la résilience. C'est-à-dire que je m'adapte, je consens au réel, et je m'adapte parce que j'ai pas le choix. Mais ça me permet finalement de continuer la route. Et puis de voir ça d'une manière très positive, c'est que finalement, de toute façon, les chaînes, on les a achetées, il faut bien apprendre à s'en servir. C'est ça. Plutôt, finalement, c'est souvent des bons souvenirs à la fin de mettre les chaînes. Et non, mais l'exemple me parle complètement. Et du coup, j'imagine que tout au long de votre carrière, parce que vous dites que vous avez un aspect, c'est vrai, très pratique, et que vous l'avez, cette résilience, vous l'avez vécue. C'est justement ça qui est très intéressant. Et j'imagine que dans l'armée, il y a plusieurs moments, alors peut-être des exemples différents des chaînes qui parleront à moins de monde, mais des moments où justement vous avez dû la mettre en œuvre. Peut-être qu'au début on met pas forcément un mot dessus. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de la résilience depuis l'année dernière, même si c'est un concept qui existe depuis longtemps. Mais est-ce que vous l'avez rencontré plusieurs fois? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à l'armée, à justement dépasser, s'adapter à un contexte dégradé? C'est un peu le... Tout à fait. Moi, je pense que on l'apprend par l'expérience d'abord des autres, des anciens, qui vont nous léguer leur expérience. Effectivement, moi, au début, quand je suis entré dans l'armée, j'avais évidemment pas d'expérience militaire, donc c'est par l'instruction, finalement, ça n'est que le legs des anciens, l'accumulation de l'expérience passée qui nous est transmise et qui nous permet finalement de pas partir ex nihilo, à partir de rien, mais de partir de ce socle pour s'élever et finalement aller peut-être encore plus loin ou être capable d'aller encore plus loin ou aussi loin que nos anciens. Je pense qu'on nous apprend d'abord à l'armée, ce qui est important, c'est on cherche toujours à donner du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire, en fait, vous savez, dans l'armée, toutes ces devises, il y a les régiments qui ont des devises. On a beaucoup aussi, dans chaque formation, à chaque fois, il y a des plans d'action, plans stratégiques, etc. Tout ça, c'est pour donner du sens à l'action. Et ça, c'est fondamental, donner du sens. Vous savez, c'est un petit peu comme... Il y a une petite image moi, qui me parle, c'est il y a deux tailleurs de pierre là, donc ils construisent une cathédrale. Il y en a un, on lui demande qu'est-ce que tu fais, il dit moi je taille des pierres. Et l'autre il dit moi je construis une cathédrale. Ils font la même chose, mais en fait ils ont tous les deux en fait il y en a un qui a une vision globale qui donne du sens à ce qu'il fait, et l'autre en fait il est uniquement sur le comment ou sur le quoi, mais il n'a pas le pourquoi. Et je pense que c'est important déjà le point de départ, c'est de donner du sens à ce qu'on fait et de donner à ses subordonnés faire partager, si vous voulez, la finalité de notre action, pour qu'on ait une communauté de destin, en fait. C'est très managérial. Ça, c'est des choses, c'est marrant, mais qui s'adaptent complètement au monde de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Non, mais là, tout à fait. Il y a des principes généraux qui ne sont pas propres aux militaires. Évidemment, c'est tout le groupe humain. C'est des principes bons. Ça permet d'avoir regarder dans la même direction, pour prendre encore moi, j'aime beaucoup Syntex, regarder dans la même direction. Et ça, déjà, ça donne une force supplémentaire. Quand on n'a pas que le quoi et le comment, mais quand on a le pourquoi, déjà on a de l'énergie et on va tous dans la même direction. Donc, je pense dans l'armée, déjà, on travaille beaucoup ce sens, donner du sens. Ensuite, vous l'avez dit, ça s'apprend.
ça s'apprend. Donc, l'exercice, c'est fondamental. Mais il y a, et je parlais de communauté de destin, c'est ensemble apprendre à former une équipe. Bon, ce que je dis là, c'est peut-être, je peux enfoncer des portes ouvertes, ça semble tellement évident, mais c'est dès le temps de paix, finalement, qu'il faut cultiver cet esprit d'équipe. Il y a au centre d'entraînement au combat à Mourmelon, à Mailly-le-Camp, donc dans l'Est, la devise du centre d'entraînement, c'est Vae Soli. Vae Soli, c'est une devise latine, ça veut dire malheur à l'homme seul. Malheur à l'homme seul. Hein, on connaît ça aussi, c'est l'union fait la force. Bon, dans l'armée, c'est fondamental. Dans l'autre sens. Ça c'est pas une expérience personnelle, mais c'est un témoignage que j'avais reçu, que j'avais trouvé très intéressant. Il y avait un officier français qui a fait la guerre d'Indochine, et donc jusqu'en 54, jusqu'à la chute de Dien Bien Phu. On a célébré d'ailleurs il n'y a pas longtemps, puisque la chute de Dien Bien Phu, c'est le 7 mai, la date anniversaire. Et en fait, pendant la guerre d'Indochine, cet officier avait vécu plusieurs situations opérationnelles particulièrement éprouvantes. Il avait été à la hauteur, tout à fait à la hauteur. Il avait senti la peur, mais il avait toujours pu dominer sa peur. La peur, c'est normal, mais il avait pu la dominer. Et puis, 15 ans après, il se retrouve à nouveau en Indochine, mais comme journaliste. Il avait changé de carrière auprès des Américains qui faisaient la guerre du Vietnam. Et là, il y a un accrochage. Et là, lors de cet accrochage, en fait, il a peur, il se terre dans un trou, en fait, et il est totalement dépassé par les événements. Après coup, il s'interroge pourquoi, alors que dans le même environnement, il y a 15 ans, j'ai fait preuve de courage, j'ai surmonté ma peur et j'ai pu garder mon sang-froid et rester maître de moi. Et pourquoi, hier, ce matin, j'ai paniqué complètement comme un bleu. C'est très simple. Il a réalisé que 15 ans plus tôt, il était chef et il était avec d'autres personnes. Il était dans un bloc, il était dans un groupe de personnes qui avaient une cohésion, qui avaient une cohérence et qui s'étaient entraînées ensemble et qui formaient une famille et qu'il était regardé et qui ne pouvait pas décevoir ses hommes et ses camarades. Alors que dans le deuxième cas, 15 ans après, c'était une particule élémentaire, pour reprendre le titre d'un ouvrage. Et donc, il était seul. Et malheur à l'homme seul. Et donc là, il était submergé par ses émotions parce qu'il était face à lui-même, face finalement à ses démons, à ses peurs. Et il n'avait pas d'appui, de ressort extérieur pour justement surmonter tout ça. Je pense que c'est très éclairant. C'est pas mon expérience, mais c'est l'expérience qui m'a été léguée et je trouve très intéressante. Je pense que le collectif, ce qu'on appelle le team building aussi, certainement dans les entreprises, me semble quelque chose de tout à fait fondamental. Si je peux développer, il y a un théoricien, pas que théoricien, d'ailleurs aussi praticien, c'est un colonel au fin 19e siècle, Ardon Dupic, le colonel Ardon Dupic, qui a écrit un ouvrage célèbre dans les milieux militaires, les milieux de réflexion militaire, qui s'appelle « Études pour le combat ». Et justement, tout son ouvrage, en fait, tourne autour de la dimension psychologique humaine du champ de bataille. L'homme est l'instrument premier du combat. Tout est psychologie, en fait. Hein. Tout part de l'humain, en fait. Et c'est d'abord là qu'il faut travailler et unir les personnes pour faire cohésion. Quand on combat un ennemi, ce qu'on cherche à faire, c'est de disloquer la cohésion du système adverse. Et inversement, l'ennemi va chercher à disloquer notre système, à faire de nous non pas un système cohérent, compact, mais des particules élémentaires. C'est divisé. À faire effondrer, on va dire, à couper les liens qui nous unissent. Ouais. À nous diviser. Ouais. Et en fait, voilà, tout ce qu'on s'efforce de faire, c'est dès le temps de paix, c'est de créer cette cohésion, ce ciment qui permet d'être fort et de faire face à l'adversité. Et la résilience, ça passe d'abord aussi par cette unité, si vous voulez. Voilà. Ok. Alors c'est vrai que toutes ces notions, c'est ça, d'équipe, de se grouper, c'est ça la méthode finalement, c'est d'être de créer une solidarité très forte et donc une appartenance au groupe en amont de rencontrer ce contexte dégradé ou de subir une crise. Et c'est cette solidité que vous travaillez énormément en amont de ça qui fait que les hommes, les militaires peuvent résister ensuite et surmonter les moments compliqués, quoi. C'est tout ce que vous travaillez. Je vais peut-être maintenant, j'ai parlé de cette expérience de cet officier dont j'ai pas le nom malheureusement, mais je pense que j'ai gardé l'essentiel et j'ai pu témoigner de l'essentiel. Je peux aussi témoigner personnellement. Alors, j'ai eu quelques expériences opérationnelles qui sont pas
heureusement, hein, du paroxysme, on va dire, par exemple, de la Première Guerre mondiale, où la France, pendant la Première Guerre mondiale, c'est 1000 morts par jour. Hein, 1000 morts par jour. Il faut, à chaque fois qu'on perd quelqu'un sur les théâtres d'opération, on fait une cérémonie aux Invalides. Et il faut imaginer que si on déployait si on avait exécuté le même cérémonial pendant la Première Guerre mondiale, hein, on aurait aligné 1000 cercueils dans les Invalides tous les jours. Bon, donc j'ai pas connu évidemment ces situations paroxystiques, mais j'ai vécu plusieurs moments quand même en mode dégradé, je dirais sous le feu, oui. Je me souviens, par exemple, en Irak, en 2015, on a été pris sous des tirs. Il y avait un règlement de compte entre deux milices pro-iraniennes, je dirais, la Katiba Hezbollah. Et donc, il y a des roquettes qui sont tombées à proximité, vraiment à immédiate proximité de notre poste de combat. Et sur le moment, en fait, on pensait qu'on était visé, parce que ça tombait si près qu'on pensait qu'on était visé. Et ça tombait vraiment toutes les secondes. Il y en a une quinzaine qui sont tombées. Bon, je me souviens qu'à ce moment-là, je me souviens d'avoir totalement, si vous voulez, d'avoir été maître de moi, d'avoir dominé ma peur, d'avoir ressenti la peur, parce qu'on est face à l'inconnu, on ne sait pas comment ça va évoluer. On entendait aussi les mitrailleuses qui commençaient à retentir, parce que les Irakiens qui étaient avec nous, qui étaient nos camarades de combat, hein, ripostaient un petit peu dans n'importe où, un peu de façon réflexe, mais sans savoir où était la menace. On ne savait pas trop comment ça allait évoluer. Je me souviens d'avoir dominé ma peur parce que j'étais chef et parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais pas d'autre choix que d'être à ma place, d'être responsable et de m'oublier pour penser à la mission, d'exécuter les procédures et de réfléchir à la situation dans l'intérêt de notre détachement. En revanche, je me souviens d'avoir également été présent lors de tirs, là c'est au Mali, qui étaient beaucoup moins agressifs. C'était tout simplement 2 roquettes qui tombaient à peu près 400 mètres. Et là, en revanche, j'étais dans une position beaucoup moins en responsabilité. J'étais assistant militaire d'un général, et donc j'étais assistant militaire du général, un proche subordonné du général qui commandait la force Serval à l'époque. Et là, ça m'a beaucoup plu. Alors, je me suis pas effondré, hein, mais là, je me souviens davantage d'avoir eu un moment d'inquiétude plus prononcé, parce que j'étais pas autant en responsabilité. J'étais auprès d'un général, où j'étais un de ses proches assistants, et donc j'avais pas charge d'homme, si vous voulez. Donc voilà, j'ai éprouvé un petit peu ce qu'avait pu ressentir l'ancien de la guerre d'Indochine et du Vietnam. Donc là, c'était un combat contre ses émotions, quoi. Enfin, dans la première situation, c'est face à un événement un peu traumatisant. C'est comment on peut relativiser. Là, c'était le statut de leader qui fait que la responsabilité l'a emporté et a chassé l'émotion pour pouvoir assumer les responsabilités. Après, c'est cette notion quand on parle de résilience, notamment Boris Cyrulnik qui en parle beaucoup, c'est vrai qu'il met toujours en avant cette phase amont et aussi cette phase en aval après l'événement qui peut être un petit peu traumatisant. Donc là, le parallèle qu'on fait aujourd'hui avec cette crise sanitaire et fort heureusement là, jeudi 20 mai où on enregistre l'épisode, on commence à en voir un petit peu l'issue. Mais c'est vrai que cette notion de résilience, elle a tout ce jeu avant, comme vous le disiez très bien, c'est de construire une unité, d'être solidaire, de voir plus loin. Tous ceux qui avaient très bien réussi ça, pourquoi pas, enfin, en parallèle avec l'entreprise, mais des entreprises qui étaient très soudées, qui savaient exactement dans quelle direction l'entreprise allait, pourquoi ils travaillaient tous les jours et pourquoi ils contribuaient. Je pense qu'ils ont peut-être traversé cette période difficile de manière un peu plus facile. Et puis il va y avoir maintenant aussi cette deuxième phase qui va être le retour. Donc on va être en post-crise. Et pour autant, il y a aussi un rôle hyper important du collectif qui va être de tendre la main, de pas laisser les gens seuls. Et c'est finalement, vous l'avez très bien exprimé, c'est cette notion de solitude en fait qui rend les crises traumatisantes. Et donc là, après, est-ce que vous, sur cette phase un petit peu aval, j'imagine que vous avez aussi des méthodes dans l'armée pour, une fois que les militaires ont vécu une situation complexe, un contexte dégradé, est-ce que vous avez des méthodes justement pour faire en sorte que
qu'il le digère, qu'il l'assimile le mieux possible. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une période importante. On a tendance à négliger cette période aval. Je pense que on fait beaucoup de rapports. D'ailleurs, sur la crise sanitaire, il y a beaucoup de retours d'expérience qui sont en cours de rédaction, de rapports, de débriefing. Et d'une façon générale, d'ailleurs, on écrit beaucoup, je pense, en France, des documents de qualité. Mais ce qui manque, c'est le service après-vente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un rétexte, souvent, le rapport finit sur une armoire et il va accumuler la poussière et il est vite oublié parce qu'on est rattrapé par la tyrannie de l'instant présent. En fait, et on passe vite à autre chose, en fait. C'est dommage parce qu'on devrait utiliser, comme j'ai dit en introduction de cet échange, on devrait utiliser ces épreuves, en faire des opportunités pour progresser. Je rappelle cette phrase de Syntex, l'homme s'élève quand il se mesure avec l'obstacle, mais encore faut-il que voilà, il serve de cette épreuve pour s'élever et aller plus loin. Ces crises sont des invitations au changement. Pardon ? Et non, une fois qu'il a surmonté l'obstacle, pour reprendre l'image, c'est qu'ils comprennent comment il a fait. Oui, mais en fait, je pense que c'est pas tant. Il y a à la fois l'introspection et donc l'interrogation sur soi, j'ai dit, donc à laquelle nous invite la crise. Mais aussi après, il y a la résolution et la mise en œuvre des résolutions. Enfin, il y a la mise en œuvre des résolutions. Il y a l'action, c'est-à-dire il y a nous dans l'armée, par exemple, je prends l'exemple, après une opération, on tire un rétex, un retour d'expérience, un débriefing en fait. Alors il y a deux débriefings. Il y a le débriefing à chaud qu'on fait tout au long de la mission, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin de la mission dans 6 mois ou dans 1 an pour s'interroger sur nos procédures. On le fait en permanence, c'est-à-dire que tous les soirs, on débrief, etc. On essaie de réinjecter, on essaie de s'interroger, en fait, de se remettre en question de façon avec humilité pour essayer de corriger le tir sans tarder. Mais il y a aussi, après le rétex, une fois que la mission est terminée. Et ça, c'est fondamental. Et à partir de là, on le réinjecte dans la doctrine, c'est-à-dire que dans nos procédures pour mettre à jour. En fait, il y a une notion de cycle vertueux, c'est-à-dire que donner du sens, c'est pas simplement donner du sens dans le pourquoi, pourquoi on fait ça, mais aussi leur donner de façon logique, chronologique, je dirais même chronologique. C'est-à-dire que l'organisation des armées, des différentes armées, c'est selon un cycle. C'est-à-dire que vous avez une unité qui est, par exemple, en préparation de mission pendant plusieurs mois, 4 mois par exemple. Elle va être projetée pendant cette mission. Elle va partir en Afrique, elle va partir à Barkhane, elle va partir en Irak, elle va partir quelque part sur un tas d'opérations. À son retour, elle est régénérée, c'est-à-dire que elle a une période de repos, de permission. Et parallèlement, ou juste avant, juste après, on va faire le rétex, le retour d'expérience. On va tirer les enseignements et ensuite, ces enseignements, on va les mettre dans la doctrine, dans nos procédures. Et tout c'est transposé ensuite dans l'entraînement, vous voyez, et on reprend le cycle entraînement et ensuite reprojection, vous voyez, ce cycle vertueux. C'est dans la théorie aussi, quand vous dites réinjecter dans la doctrine, c'est que c'est pour tenir compte des enseignements, quoi. Tout à fait. Je vais prendre un contre-exemple. Quand j'étais en Irak, en 2015, j'étais en Irak, j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, j'étais auprès des forces irakiennes, combattaient Daesh. À l'époque, la situation était très critique, puisque Daesh était à 25 km de Bagdad, à l'ouest. Daesh était au port de Bagdad, quasiment à portée de tir d'artillerie. On ne savait pas comment ça allait évoluer. Aujourd'hui, effectivement, on a réussi à défaire l'organisation armée conventionnelle de Daesh. Et même si ça coexiste, ça subsiste, du point de vue terroriste, mais à l'époque, on avait une véritable armée, et les Irakiens étaient confrontés à une véritable armée. Et les soldats irakiens, qui sont les soldats qui font la guerre depuis 30 ans, je me suis rendu compte, et c'était une vraie leçon pour moi, qu'ils avaient un mauvais niveau. C'était des gens très courageux, même de bons camarades, mais je me suis rendu compte qu'ils avaient de grandes lacunes dans des savoir-faire fondamentaux, le tir, le sauvetage de combat, le déminage, l'entretien de leurs armes, mais dans le b.a.-ba, il y avait des grandes lacunes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de cycle vertueux, parce qu'ils étaient soit engagés en opération, soit en permission. Mais ils n'avaient pas de phase de rétex, de retour d'expérience. Vous voyez, il n'y avait pas ce cercle vertueux. Et qu'est-ce qui a permis de reprendre l'initiative, de leur aider à reprendre l'initiative ? Certes, il y a eu l'appui des Américains, des Français, les moyens des avions, les moyens de la technologie, évidemment, mais aussi parce qu'on ne pouvait pas le faire sans eux. Les Américains ont réussi à réinstaurer un cycle vertueux, c'est-à-dire un engagement d'opération, puis ensuite une phase de permission, une phase de retour d'expérience, tout ça transposé dans l'entraînement, vous voyez, et tout ça, ça a permis de reprendre l'ascendant.
d'une certaine façon, c'est ce qu'avait fait aussi le général à l'époque Pétain pendant la bataille de Verdun, en 1916. On connaît tous la voie sacrée. Il y avait aussi ce qu'on appelait à l'époque la Noria. La Noria, c'était finalement, le général Pétain a mis en place un système pour relever toutes les unités qui étaient engagées au front, pour les relever, pour pas qu'elles restent en permanence au front, ce que ne faisaient pas les Allemands. Les Allemands, ils réinjectaient les forces dans les unités qui étaient au fur et à mesure, on va dire, diminuées, et ne faisaient pas de relève d'unité. Alors que nous, on a fait une relève d'unité. Tous nos aïeux sont passés par la bataille de Verdun, parce que les 9/10 des divisions françaises sont passées à Verdun, ce qui a permis de renforcer, si vous voulez, de régénérer le potentiel humain. C'est ce qu'il faut, c'est cette notion de cycle, de cercle vertueux dont il faut s'inspirer dans nos organisations pour régénérer les troupes, prendre en compte le retour d'expérience. Quand on a vécu une expérience, il faut en tirer des leçons et ensuite il faut en tenir compte dans nos façons de faire, dans nos façons de procéder. Et ça prend quelle forme, le rétex? Alors, le rétex, ça prend la forme d'abord d'une discussion entre nous, on va dire de façon un peu de brainstorming. Mmh. Et après, il y a des avec officiers. Toutes les parties prenantes, par exemple. Pardon ? Avec toutes les parties prenantes, il y a un niveau un peu hiérarchique, c'est plutôt l'encadrement. Tout le monde à son niveau contribue au rétex. À la fin de chaque mission, tous les chefs rédigent un rapport en fait de fin de mission pour son chef supérieur. Et ces rapports sont ensuite reçus dans des structures dédiées au retour d'expérience qui sont là au niveau central, au niveau parisien. C'est analysé et tout ça ensuite c'est synthétisé. Et ensuite il y a des recommandations qui sont formulées. Ensuite, ces recommandations sont hiérarchisées et sont, dans la mesure du possible, prises en compte dans la doctrine ou dans nos procédures. Voilà, de façon un petit peu rapide, comment se formalise le retour d'expérience. Parce que là, c'était justement, maintenant que je parle un petit peu de ces sujets de résilience et justement, et que je découvre aussi l'importance de l'après et de surtout pas avoir ce truc de allez hop, c'est fini, on tourne la page, on n'en parle plus, parce que du coup, les gens qui auront vécu quelque chose de difficile, eh ben ils pourront pas l'exprimer et du coup ils pourront pas être aidés et du coup en fait la crise elle va continuer finalement même quand tout se sera arrêté et c'est ce côté un petit peu donc ce retour d'expérience, ce rétex dont vous parlez. Une autre personne qui est plus dans le milieu entreprise, elle parlait de faire des entretiens de réintégration et c'était de dire aux gens ben voilà qui sont chez eux depuis 1 an dans un contexte plus ou moins facile, il va y avoir un retour de leur expérience. En fait, il va falloir que eux justement ils soient pas seuls, ils soient pas isolés, donc ils arrêtent de converser avec eux-mêmes et parce que en général on tourne en boucle et si on va dans le mauvais sens, on va continuer à y aller et toujours un peu plus. Et donc c'était pour ça, c'était ce côté un peu exorcisé, qu'est-ce qui s'est passé, et rien que de le fait de l'exprimer en général, ça fait déjà la moitié du chemin pour l'envisager de manière plus positive. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous c'est systématique quoi. Dès qu'il se passe quelque chose, on en parle, on analyse, on comprend qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, et finalement c'est ce qu'on devrait tous faire là post Covid quand on va réintégrer l'entreprise. Ça va être justement d'avoir l'opportunité d'en parler, d'exprimer, de comprendre qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, d'en tirer un enseignement pour, si jamais on touche du bois, qu'il n'y ait pas quelque chose qui se reproduise bientôt du même acabit, mais pour au moins se dire, bon, ok, on a appris et on va pas refaire les mêmes erreurs, quoi. Tout à fait. Je pense que dans le débriefing, voilà, c'est important ce que vous dites parce qu'il n'y a pas que l'aspect procédure, évidemment, il y a aussi l'aspect vraiment psychologique, ce qu'on appelle un peu la verbalisation, etc., que les gens puissent s'exprimer aussi. D'ailleurs, dans le débriefing, souvent, on va se rendre compte que chaque lecture de l'événement est différente selon les individus. C'est très intéressant. Il y avait un livre qui est écrit par un Anglais, c'est John Keegan, c'est The Face of Battle, qui a été traduit en français par Cartographie de la bataille, je crois. C'est très intéressant parce qu'en fait, il étudie 3 batailles et en fait, il se rend compte que selon l'endroit où vous vous situez dans le champ de bataille, vous avez une vision totalement différente, une perception totalement différente des choses. Vous pouvez penser que c'est une grande défaite parce que vous êtes à un endroit qui se fait enfoncer, mais en fait, c'est une grande victoire. Vous voyez, à Azincourt, c'est une victoire évidemment anglaise de la guerre de 100 ans. On a gagné à la fin quand même avec Castillon et Formigny, mais là, c'est une défaite au milieu de la guerre de 100 ans. Et un soldat anglais pense que c'est une grande défaite, alors qu'en fait, c'est une grande victoire, parce qu'il a un endroit, effectivement, où ça se passe mal pour les Anglais. Bon. Et donc, en fait, c'est important, je reviens sur de partager ce rétexte à la fin, d'en parler entre nous, parce qu'on voit que les perceptions sont totalement différentes. Et il faut qu'il y ait ce partage de points de vue. Et c'est la dimension humaine qui est fondamentale aussi. Dimension humaine.
je pense que je reviens à un point que j'avais évoqué, c'est vraiment remettre l'homme, l'humain au centre de tout. Parce que il n'est de richesse que d'homme. Je pense que c'est important de replacer l'humain au centre. On a parlé de l'esprit d'équipe, donner du sens, informer les gens, qui se sentent vraiment faire partie d'un groupe, d'une famille, chacun apporte sa pierre à l'édifice, construit la cathédrale, tous ensemble, chacun à sa place. Attention au corporatisme aussi, aux divisions. Je pense cette crise nous invite aussi à penser beaucoup de transverse. Je pense que cette crise a exacerbé, on va dire, les divisions qu'il peut y avoir entre les institutions, entre parfois les ministères. Je pense la compétition, je dirais, exacerbée. Je pense qu'il faut essayer de mettre un maximum de transverse. Ça revient à la notion de vision d'ensemble, qui permet de ne pas rester dans sa bulle. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'informatique, il y a les bulles informationnelles, nous aussi, les algorithmes nous laissent un petit peu chacun dans des alvéoles un petit peu, et je pense qu'il faut partager tout ça. Le corporatisme transverse, la notion de cycle, l'entraînement, parce que l'entraînement, c'est fondamental. S'entraîner à la crise aussi, s'exercer, avoir des plans de continuité d'activité, tout ça, on voit que c'est du concret aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction. Et puis, il y a une notion peut-être aussi qui est clé, c'est l'équilibre entre ce que nous, on appelle la conduite et la planification, je dirais entre le court et le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on subit aujourd'hui une pression permanente de l'instant présent, de la tyrannie de l'instant présent, le court-termisme, et on perd donc cette vision d'ensemble, cette vision de long terme. On sacrifie par exemple le retour d'expérience, parce que le retour d'expérience, c'est un investissement pour l'avenir. Et donc, pourquoi on ne fait pas de rétex ? Parce qu'on est pris dans l'urgence toujours en permanence. Or, en fait, quand on fait du rétex, c'est pour prévenir des situations futures. C'est un investissement finalement, mais qui est indispensable. Comme passer du temps avec les personnes, l'humain, faire des activités de cohésion, comme on fait beaucoup dans l'armée, ça peut sembler gratuit comme ça, c'est pas rentable économiquement. Ça permet pas ça répond pas à une vision comptable, à l'efficience, à la rentabilité immédiate, parce que on a l'impression que c'est du temps perdu, parce que un pot de cohésion, fêter un départ, un anniversaire, se réunir pour faire une activité un peu ensemble, je dirais dérivative pour mieux se connaître. On a l'impression que c'est du gaspillage, mais absolument pas. On est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. Voilà. Et ça c'est vrai que nous, on a subi dans l'armée parfois un petit peu aussi cette pression où on nous demandait, d'une certaine façon, ça répondait pas à des indicateurs, telle ou telle activité de cohésion, d'activité sportive. Mais c'est fondamental parce qu'il n'y a des richesses que d'hommes. Et le plus important, entre les forces morales, les forces techniques et la force tactique dans l'armée, les forces qui priment, c'est les forces morales. Elles sont peut-être pas suffisantes, mais c'est des premières, elles ont la primauté. Voilà. Et c'est valable dans l'armée comme dans les entreprises. Complètement. Ouais, il faut que le moral soit bon, le moral des troupes. Et là, ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, même avec un vocabulaire un peu militaire. Mais c'est ça, c'est de la même façon qu'en entreprise. Je pense que, comme vous le disiez, ceux qui avaient bien justement joué ce rôle de fédérer les équipes, de bien cimenter les hommes, de faire en sorte que les gens soient épanouis dans leur poste. Je pense que c'est des entreprises qui ont traversé la crise avec beaucoup plus de facilité que des équipes un petit peu divisées, des gens dispersés et qui du coup ont subi de plein fouet la crise de sens. Pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, etc., quoi. Et c'est sûr que ça se travaille. Il y a aussi un point, peut-être un dernier point, peut-être qui est important dans l'armée, c'est je pense qu'on a l'impression que l'armée, c'est la discipline aveugle, le petit doigt sous la couture du pantalon. On reçoit un ordre, on se pose pas la question, on l'exécute. Ça, c'est une vision qui est totalement erronée. Évidemment, du temps des grands bataillons, l'armée napoléonienne, le fantassin, dans sa ligne, on lui demandait pas vraiment de s'interroger sur le quoi et le pourquoi du conflit contre la Prusse ou je ne sais quoi. Bon. Aujourd'hui, on est vraiment, par exemple, on joue la subsidiarité au maximum. Et une telle complexité du champ de bataille qu'aujourd'hui, en fait, ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. C'est vraiment, on cherche à développer au maximum la subsidiarité, l'autonomie des subordonnés. Et pour ça, il faut qu'ils aient le pourquoi, il faut qu'ils aient le sens général, sinon ils sont incapables de faire preuve d'autonomie.
C'est parce que en fait, on imprègne chacun d'un cadre d'action, d'un pourquoi. Donc, pourquoi cette mission? Quel est l'objectif général? Quel est l'esprit de la mission? Voilà, quel est l'esprit de la mission? On leur donne la limite, c'est l'objectif à atteindre. Les limitations, limite gauche, limite droite, mais ils ont un cadre dans lequel ils peuvent évoluer. Ils ont une liberté d'action. Et on cherche au maximum à développer cette liberté d'action. Et donc, le subordonné, si vous voulez, il est valorisé parce qu'il n'est pas un simple exécutant, mais il est vraiment acteur dans des limites, évidemment. Et donc, je pense que c'est fondamental. On ne peut pas faire de micro-management dans l'armée, c'est pas possible. Parce que le chef est incapable d'absorber la surcharge cognitive du champ de bataille aujourd'hui. Il est obligé de décentraliser au maximum. Il est obligé. Ce qu'on fait, on donne un cadre, des ordres précis, qui sont clairs, et ensuite les gens, ils ont une liberté d'action pour mener la mission. Et étonnamment, ça nous vient de l'armée prussienne à l'origine. C'est appelé le Luftstrat statique. C'est le fait de donner de la liberté, de bien faire sentir aux gens l'objectif, mais ensuite de leur donner, on va dire, une forme de liberté d'action. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut que les subordonnés soient associés à l'action au maximum, à la décision en préalable, les faire participer, les associer à la décision. Nous, on avait, c'est Lyautey qui disait, le maréchal Lyautey qui disait, l'idée naît du choc, comme l'étincelle. L'idée naît du choc, donc le choc des idées. Donc avant l'action, en fait, on réfléchit ensemble. Moi, je me souviens au Mali de réunions avant des grandes opérations où il y avait vraiment un véritable enjeu, on pouvait perdre des hommes. Le général, il demandait, avant de prendre sa décision, pendant ce qu'on appelait le decision brief, il demandait à chaque personne présente, y compris le météo qui était là pour faire simplement l'introduction météo, mais il demandait à chaque personne de donner son avis. Parce qu'il a besoin du maximum d'éclairage, quoi, si vous voulez. C'est pas du temps perdu, quoi. Voilà. Et la personne, c'est pas qu'on cherche simplement à lui faire plaisir. Non, c'est important parce que peut-être que cette personne-là qui a du recul, qui a une vision un peu décalée, va apporter ce que personne n'aura vu parce qu'on aurait été dans une bulle, en fait, dans une ornière. Voilà. C'est le principe aussi d'intelligence collective, quoi. Oui, on est plus fort on est plus fort à plusieurs que seul, et on est plus intelligent à plusieurs cerveaux qu'à un seul cerveau. Voilà. C'est ça. Je trouve qu'on a fait un très beau tour avec c'est une belle chute, et c'est assez étonnant en fait tous ces parallèles qu'on peut faire entre l'armée, l'entreprise. Cette notion de donner du sens qui est au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. On parle beaucoup, nous, en entreprise, de quête de sens. C'est vraiment quelque chose de générationnel aujourd'hui. Donc, et c'est quelque chose qui est en fait prépondérant dans l'armée. Il y a ce côté rétex qui est ultra enrichissant. C'est retour d'expérience. C'est de bien comprendre qu'il faut prendre du recul. Parce que si on garde la tête dans le guidon, on grandit pas, on n'avance pas et on n'apprend pas. Et c'est cette notion aussi d'intelligence collective, de donner une visibilité et d'expliquer le pourquoi. Ça permet de favoriser la prise d'initiative, et en fait ça permet du coup de bien mieux réussir les opérations ou quel que soit n'importe quel projet de manière générale. Donc un grand merci pour ce témoignage, mon colonel, et ravi d'avoir pu échanger et de croiser les points de vue. Merci beaucoup. Ouais, c'était pour moi aussi un grand plaisir. Très heureux d'avoir pu échanger avec vous, et puis encore merci pour cette invitation, auquel je suis très sensible. Voilà, merci beaucoup. Et c'est vrai que, comme je disais en introduction, je suis beaucoup dans l'action, et c'est bien aussi. Vous m'avez invité à m'interroger un petit peu, à prendre un peu comme je disais, c'est nécessaire pour tout le monde, de prendre un peu de hauteur de vue et de s'interroger sur cette notion de résilience. C'était aussi pour moi un moment intéressant, une pause intéressante dans l'écume des jours. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.